On l'avait connu administrateur pour l'Afrique à la Banque mondiale, puis candidat à l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. En 2012, devenu militant de l'écologie, il a plusieurs cordes à son arc, membre du Fonds vert pour le climat, membre de la Fondation BioGuinée. À la veille du sommet sur le climat à Paris, Paolo Gomez nous parle des enjeux et des attentes pour le continent. Paolo Gomez, bonjour. Bonjour. Il est de plus en plus question d'un accord contraignant à l'issue de ce rendez-vous de Paris. Faut-il en conclure que la prise de conscience d'une planète en danger est réelle aujourd'hui? Je crois que oui. Il y a encore beaucoup de travail à faire, d'éducation. Je crois que dans nos pays, il y a un travail immense de communication, d'éducation en matière environnementale. Et ça doit se faire en association avec les organisations non gouvernementales et la société civile, parce que l'État n'est pas très bon pour passer ce message. Mais il y a une situation d'urgence et j'espère que ça pourra se refléter dans la nature de l'accord. Et quel a été l'accélérateur depuis le sommet de Copenhague qui a été considéré comme un échec? Bon, on n'est pas sûr encore que nous pourrions avoir un accord qui pourrait satisfaire un peu toutes les attentes. Mais je crois que par rapport à ce qui s'est passé à Copenhague, après ça a été comment ça a été approché dans certains des pays, comment les pays ont été impliqués pour qu'ils puissent eux-mêmes présenter une stratégie sur leur contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et comme je disais, la société civile africaine semble s'être impliquée d'une façon beaucoup plus stratégique pour une prise de conscience en la matière. Mais les grandes questions restent sur la table, notamment pour le pollueur-payeur et aussi la question de savoir si nous pourrons obtenir les ressources qu'il faudra pour faire face à cette adaptation, étant donné la gravité du problème climatique qui se rapproche de plus en plus. Alors quelles sont les priorités aujourd'hui? On parle d'une économie verte. Quelles sont les priorités justement pour une économie verte qui soit viable et qui bénéficie surtout aux populations? Le défi pour une grande partie des pays africains, c'est l'énergie. Il nous faut une énergie parce que nous devons non seulement transiter vers une économie peut-être moins riche en carbone, mais transiter vers une économie primaire pour une économie beaucoup plus dirigée ou plus guidée par l'industrie. Nous avons un énorme défi de créer des millions d'emplois. À un moment donné, dans les prochains 10 à 20 ans, nous devrons avoir quelque chose de l'ordre de plus de 60 millions de personnes qui pourront venir sur le marché à chercher de l'emploi et surtout les jeunes qui vont demander. Donc, vous ne pourrez pas créer des emplois pour tous ces jeunes essentiellement par le secteur primaire. Il faudra aller dans le secteur industriel, commencer à transformer, changer le déficit structurel dans lequel notre économie se trouve, puisque nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et ça passera par avoir une plateforme forte en termes d'énergie pour pouvoir industrialiser. Et dans ce sens, comme vous savez, en termes d'émissions à effet de serre, nous sommes responsables que de 3%. Nous ne sommes pas les pollueurs, Nous ne sommes certainement pas. mais des Nous victimes. représentons 15% un peu de la pollution mondiale, mais nous représentons 3% des émissions. Donc sur ce point-là, même si pas mal de nos pays se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, nous avons encore besoin d'investir dans des secteurs qui seront peut-être, qui vont libérer encore plus de certaines de ces émissions, et aussi pour l'adaptation. Donc les conséquences de l'environnement sont déjà là, la montée des eaux, les conséquences sur la sécheresse, la façon dont la biodiversité est en train de souffrir du changement climatique. Je regarde un pays comme le mien, la Guinée-Bissau, où nous avons investi énormément pour pouvoir protéger notre territoire. C'est un coût qui est important, c'est un bien que nous mettons à disposition comme un bien global, mais cela coûte un certain montant de pouvoir maintenir ces zones protégées et le coût pour faire fonctionner ces zones-là. Mais les questions de développement durable font-elles partie aujourd'hui des politiques gouvernementales? Oui, il y a une conscience. Vous savez qu'après les élections générales en Guinée-Bissau, nous sommes, tous les candidats d'ailleurs, après les élections, se sont mis à l'œuvre pour aider le pays, le gouvernement, à pouvoir avoir une stratégie dans le sens de pouvoir relancer le pays. Et dans cette stratégie, la question de l'écologie est notre avantage comparatif
en termes écologiques a été mis au centre. Donc à l'épicentre de la stratégie, il y a la question de notre biodiversité, sur lequel nous voulons reposer certains éléments de notre politique économique, notamment en ce qui concerne la pêche, en ce qui concerne l'agriculture et aussi le tourisme. Vous savez, la Guinée-Bissau est un pays exceptionnel par ses conditions naturelles. Un des écosystèmes les plus riches du monde, mais également le plus fragile, Très en raison fragile. de de l'instabilité chronique du pays aussi. Ce qui est très intéressant, c'est que malgré notre instabilité politique, il y a eu quand même tout un chapelet d'organisations, surtout des organisations locales, avec des acteurs importants tels que Nelson Gomez, Miguel Barros, Alfredo Silva, Agustin Enriquez et le feu Carlos Swartz, qui sont des individus qui sont restés au pays pendant toute la période très compliquée d'instabilité et qui ont investi énormément d'énergie eux-mêmes en collaboration avec pas mal d'organisations pour protéger le pays. Donc aujourd'hui, nous avons C'est ce qui se fait au sein de la Fondation BioGuinée. au sein de la Fondation Guinée, BioGuinée, que nous avons montée avec l'appui de certains partenaires pour nous permettre de lever un certain montant de ressources financières pour pouvoir financer ces zones protégées. Quand vous allez dans tout l'archipel des Bijago, une grande partie de cet archipel est protégée avec des espèces uniques dans le monde, parce qu'il y a un phénomène très important de courants chauds et froids qui arrive exactement au niveau de la Guinée-Bissau. Donc c'est un environnement extrêmement sensible, mais pour lequel nous pouvons aussi développer une stratégie de développement économique qui puisse créer des emplois et rendre le pays attractif sous le point de vue de son économie. Alors pour revenir à la COP 21, enfin un fonds vert, hein, euh, qui avait été annoncé à la conférence de Copenhague. Il est doté aujourd'hui de 100 milliards de dollars et déjà des projets qui sont financés au Sénégal notamment et puis au Malawi. Pour autant, face aux enjeux de développement qui se posent sur le continent, est-ce assez pour soutenir une économie verte demain sur le continent? Alors j'ai eu le privilège de participer au montage de ce fonds depuis le début et d'être d'administrateur. C'était un processus assez difficile. Nous n'avons pas encore ce montant qui est attendu. En ce moment, nous sommes proches des 10 milliards de dollars. L'objectif, ce serait d'avoir au moins 100 milliards d'ici 2020. Alors, c'est un fonds qui est appelé à être, en quelque sorte, la banque mondiale du financement de la lutte contre le climat, le changement climatique. Ça ne sera pas assez. Ça ne sera pas assez et c'est d'autant plus important que les pays africains devront aussi se mettre ensemble pour trouver des mécanismes pour pouvoir financer la question de l'adaptation. Si vous regardez par exemple toute la zone qui va du sud du Sénégal et au nord de la Guinée-Bissau, toutes ces zones est en train d'être envahies par l'eau salée et ça va affecter énormément les cultures dans toute cette zone de la Casamance et du nord de la Guinée-Bissau, avec des conséquences énormes sur le train de vie, le style de vie des populations, parce que ces populations devront aller chercher d'autres zones pour pouvoir produire le riz. Donc c'est toute la base culturelle même de ces populations qui se trouvent affectées. Donc on a, la question du changement climatique est déjà là, et d'une façon grave. Alors parce qu'elle n'est pas dans une logique de culpabilité, la Chine ne fait pas partie du fonds vert, hein. Elle a mis en place un fonds spécifique. C'est sans doute pratique d'avoir comme ça plusieurs guichets, mais cela traduit également un manque de cohésion au niveau de la communauté internationale. Ils sont présents, ils ne sont pas un membre extrêmement actif, ils sont présents dans le fonds. Il y a toute la question qui sera débattue pendant la réunion, c'est quel est le montant que nous mettons sur la table et qui est mis sur la table pour pouvoir permettre aux pays qui n'ont pas été responsables, et surtout les pays africains, les pays insulaires, qui n'ont pas été responsables de cette pollution globale et de cette situation grave du changement climatique. Alors ça revient encore à tout ce que nous avons vécu pendant plusieurs années, que nous avons discuté à plusieurs reprises, où les pays africains sont constamment en train de taper sur la table pour plus de ressources, mais en même temps, il y a la question, il y a le problème qui est sur la table. Donc moi, je crois qu'il faut avoir une approche parallèle dans laquelle une grande partie de nos efforts de négociation, c'est de pouvoir demander qu'il y ait plus de ressources, mais en même temps de trouver des moyens locaux à notre niveau pour pouvoir faire face ensemble sur certaines questions, et c'est une question de priorisation. Mais quelles sont justement les solutions pratiques du financier que vous êtes encore, que vous êtes resté? J'aurais souhaité, si vous me demandez, j'aurais souhaité que le carbone ait un prix
Et sur ce point-là, nous travaillons sur aussi une idée qui est beaucoup plus sur le côté privé d'un fonds qui permettrait de pouvoir mobiliser des ressources pour acheter les crédits carbone. Parce que je pense que le marché aurait un rôle dans ce sens-là si le carbone avait un prix. Il pouvait avoir un prix, mais un prix qui soit plus incitatif, pas celui que nous avons actuellement. Pas mal de pays ne veulent pas, les pays les plus développés ne veulent pas de ce prix, bien que pas mal d'organisations ont dit qu'ils étaient prêts à soutenir une initiative dans ce sens-là. Mais je crois que ça passera en grande partie sur comment nous construisons nos villes. Je passe pas mal de temps à Singapour en ce moment, où avec le gouvernement, nous avons travaillé sur leur stratégie dans les prochaines années dans les marchés émergents. La stratégie de planification urbaine qu'ils ont mis en place à Singapour est une stratégie qui prend en compte la gravité qui viendra en ce qui concerne le montée de niveau des eaux au niveau des océans. Je pense que ça, les pays peuvent déjà, dans la planification urbaine, et surtout C'est un modèle qui peut être transposable. C'est un modèle sur lequel nous pouvons nous inspirer. Je suis toujours très prudent pour que nous ayons dans une approche de copier exactement un modèle, même s'il a été une réussite dans un autre pays, comme le cas de Singapour. On peut s'en inspirer. Exactement. Mais comme nos populations sont en grande partie au niveau côtier, je crois qu'il y a un besoin important de planification urbaine sur lequel nous pouvons déclencher ce processus de planification urbaine sans attendre forcément que les pays en développement développés nous donnent ces ressources, parce qu'ils n'ont certainement pas les mêmes priorités pour beaucoup d'entre eux et les mêmes urgences. Alors justement, à propos d'urgence, est-ce que l'Afrique a conscience de l'urgence? Parce qu'aujourd'hui, ce dont on peut se féliciter, c'est qu'elle parlera d'une seule voix à la COP 21 à Paris. C'est assez rare pour le souligner. Mais a-t-elle conscience des urgences qui pèsent sur son développement? Je crois qu'elle a conscience. Maintenant, c'est la méthode organisationnelle pour faire face à ces urgences. Et c'est ça qui nous manque dans pas mal de ces instances internationales que nous avons à notre niveau. Nous avons tendance de grouper trop de questions en même temps devant nos chefs d'État ou devant les technocrates des différents ministères. Nous devons entrer maintenant dans une approche où il y a une grille de priorités. Et ce n'est pas difficile de faire un triage sur ce point-là. Et c'est ce que j'appellerais l'importance et l'urgence de la méthode que nous devons commencer à mettre en place pour prendre des décisions, pour faire face à ces défis qui ne sont spécifiques, qui sont globaux, mais en ce qui concerne notre continent, nous devrons certainement en subir les conséquences d'une façon exponentielle. Paulo Gomes, merci. Merci beaucoup.